amis, aujourd'hui, nous allons voir les hémorragies génitales chez la femme. C'est présenté par Dr Milton Noël, qui est pharmacien, médecin ou obstétricien gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant et surtout de regarder avec attention toute la vidéo, surtout de partager avec vos amis. Les hémorragies génitales représentent un des motifs de consultation les plus fréquents en service de gynécologie. La première cause à rechercher dans les cas d'hémorragie génitale chez la femme jeune est la grossesse. Mais le plus souvent, ces hémorragies génitales sont liées à un trouble hormonal. Les hémorragies génitales sont des pertes sanglantes provenant de l'appareil génital féminin et extériorisées par l'orifice de la vulve et qui ne sont pas des règles normales. Il en existe différents types. Il y a des hémorragies génitales basses, qui sont des saignements en provenance de la partie basse de l'appareil génital, c'est-à-dire la vulve, la région vulvaire, le vagin et le col de l'utérus. Dans ce cas, on va distinguer des hémorragies vulvaires, des hémorragies vaginales et des hémorragies cervicales. Et nous avons en deuxième lieu des hémorragies génitales hautes, qui sont des saignements en provenance de la cavité utérine extériorisée par le col. Ça vient de la cavité utérine et va être extériorisé par le col. Il faut noter que habituellement, on classe des saignements en fonction de leur survenue par rapport aux règles, soit pendant les règles, soit en dehors des règles. Dans ce cas, on va parler de ménorragie, qui sont des saignements qui sont contemporains des règles. C'est-à-dire ce sont des saignements qui viennent avec les règles. Toutefois, il faut vous rappeler que la durée des règles normales se situe entre 3 et 7 jours et l'abondance est entre 50 et 80 ml. Classiquement, les règles sont plus abondantes les 3 premiers jours et moins abondantes ensuite. Le sang des règles normales est incoagulable. Les ménorragies sont des anomalies du cycle menstruel en rapport à une augmentation de la durée ou de l'abondance des règles. Par définition, les ménorragies concernent les patientes en âge de procréer et non enceintes, puisque réglées, parce que les ménorragies ont rapport avec les règles. S'il y a règles, il n'y a pas de grossesse. Nous avons les polyménorrhées, qui sont des règles avec anomalie de la durée et de l'abondance. Les règles sont trop fréquentes et trop abondantes. Normalement, on a un cycle qui est trop court, qui est moins de 25 jours, avec une abondance des règles supérieure à 80 ml. Pourtant, les hyperménorrhées, ce sont des règles de durée trop longue, supérieure à 7 jours, et trop abondantes. Tandis que les macroménorrhées, les règles sont trop longues, mais d'abondance normale. Les règles durent plus que 7 jours, mais l'abondance est normale. Pourtant, les polyakéménorrhées, les règles sont trop fréquentes, donc les cycles sont trop courts, inférieurs à 25 jours, mais l'abondance est normale. Par opposition aux ménorragies, nous avons les métrorragies. Les métrorragies, ce sont des hémorragies génitales hautes qui surviennent en dehors des règles. En réalité, il existe fréquemment des ménorragies associant des saignements au moment des règles et en dehors des règles. Les métrorragies sont de deux types. Les métrorragies fonctionnelles qui sont dues à un déséquilibre hormonal et les métrorragies organiques qui sont dues à des pathologies ovariennes, tubaires et utérines. Quelles sont les causes des métrorragies et des ménorragies? Troubles hormonaux, fibromes, polypes, adénomiose, kyste de l'ovaire, ovaire micropolycystique ou dystrophie ovarienne,
salpingite, endométrite, cervicite, cancer de l'endomètre, cancer du col et cancer de l'ovaire. Face à une situation pareille, le premier réflexe est de rechercher une grossesse intra-utérine ou une pathologie du premier trimestre de grossesse pouvant entraîner des métrorragies. Par exemple, une grossesse extra-utérine, une fausse couche. Dans ce cas, il faut toujours vérifier la date des dernières règles, faire un examen physique minutieux de la femme, le dosage de bêta-HCG et réaliser une échographie pelvienne. À l'interrogatoire, il faut connaître l'âge de la patiente, les antécédents familiaux, s'il y a trouble de l'hémostase dans la famille, des antécédents médicaux et chirurgicaux, s'il y a curetage antérieurement, s'il y a antécédents de grossesse extra-utérine et s'il y a antécédents de fibrome. Il faut connaître les antécédents gynéco-obstétricaux, l'âge des premières règles, les ménages et s'il y a trouble des règles. Il faut savoir si la patiente est sous contraception actuelle, s'il y a un traitement en cours, si c'est un traitement hormonal ou autre, et si la personne se connaît avoir des fibromes, une endométriose, si la personne porte un dispositif intra-utérin, si elle a été diagnostiquée pour une salpingite ou du moins une maladie sexuellement transmissible. Il faut connaître les caractères du saignement, les circonstances d'apparition des saignements et leur relation chronologique avec les règles, si c'est en dehors des règles, si ça vient avec les règles. Il faut connaître s'il y a l'ancienneté des troubles, s'il y a des troubles hormonaux, depuis quand. Il faut avoir la date des dernières règles, le mode de début des saignements, l'abondance des saignements, la durée des saignements et surtout le calendrier, c'est-à-dire la fréquence de survenue. Il faut rechercher les signes de gravité. S'il y a pâleur, malaise, douleur vive, ça nécessite une prise en charge urgente. Il faut rechercher des signes d'accompagnement. S'il y a douleur qui accompagne les saignements, s'il y a dyspareunie, s'il y a signes sympathiques de grossesse et s'il y a des leucorrhées qui accompagnent ces saignements. À l'examen clinique, il faut rechercher des témoins d'une anémie aiguë. Il faut prendre l'attention, il faut prendre les pouls, il faut regarder, vérifier les conjonctives. Dans ce cas, s'il y a une anémie aiguë, il faut une prise en charge urgente. À l'examen des seins, on va voir si les seins sont tendus et il faut faire une palpation de l'abdomen. Il faut voir si l'abdomen est souple, s'il y a un météorisme, s'il y a douleur provoquée à la palpation, s'il y a des forces et contractures abdominales, s'il y a une masse abdominopelvienne qui est palpable. À l'examen gynécologique, il faut toujours commencer par l'inspection de la vulve et du périnée. Par la suite, on va introduire un spéculum juste pour explorer le col de l'utérus, pour identifier l'origine et l'abondance des saignements. Si les saignements viennent de la cavité utérine ou si ça vient du col et du vagin. Les parois vaginales seront examinées après le retrait du spéculum. Au toucher vaginal, dépendamment de ce qu'on trouve à partir de l'examen du spéculum, on va procéder à un toucher vaginal. On va rechercher la taille de l'utérus pour voir si l'utérus est globuleux, s'il y a une augmentation du volume de l'utérus, s'il y a une douleur à la mobilisation de l'utérus. Il faut essayer de palper les annexes. S'il y a douleur à la palpation des annexes, s'il y a empattement, s'il y a une masse retrouvée au niveau des annexes, s'il y a douleur et nodule au niveau du cul-de-sac de Douglas, en faisant le toucher, s'il y a douleur réveillée lorsqu'on palpe le cul-de-sac du Douglas. Et dans certains cas, un toucher rectal
peut être nécessaire pour apprécier la face postérieure de l'utérus. Voici le rectum. Un toucher rectal peut apprécier la face postérieure de l'utérus, les ligaments utérosacrés et aussi le cul-de-sac de Douglas. Il faut voir s'il n'y a pas un dispositif intra-utérin qui est en cours d'expulsion, s'il n'y a pas une endométrite qui est associée, s'il n'y a pas salpingite, et aussi pour voir si l'utérus n'est pas fibromateux, parce qu'à la palpation, on peut voir s'il y a une augmentation de volume de l'utérus, s'il n'y a pas de fibromes qu'on arrive à palper, mais il faut savoir que tous les fibromes n'entraînent pas des saignements. C'est surtout les fibromes sous-muqueux qui entraînent des saignements, c'est-à-dire des métrorragies et même des ménorrhagies. Et aussi, on peut diagnostiquer un cancer du col dépendamment de l'état du col. S'il y a un col qui est bourgeonnant, toutefois, on pourrait voir ça depuis l'examen au spéculum, surtout chez les femmes non suivies. Les femmes qui ne viennent pas voir leur gynécologue, on peut toujours tomber sur un col qui est bourgeonnant. Il y a déjà un cancer du col qui est parfois à un stade avancé. Les examens complémentaires, nous allons faire des bilans biologiques qui sont nécessaires pour éliminer le diagnostic de grossesse, de quantifier une anémie, rechercher un syndrome inflammatoire et surtout nous aider à rechercher un trouble de la coagulation. La numération de la formule sanguine pour voir s'il y a une anémie, s'il y a un syndrome inflammatoire, le groupe sanguin Rhésus et aussi le dosage des bêta-HCG. Et il faut aussi rechercher les facteurs de coagulation pour voir s'il n'y a pas un trouble de l'hémostase chez la patiente. L'échographie pelvienne est nécessaire parce que ça va nous permettre d'explorer l'endomètre, la cavité utérine, le myomètre et les ovaires. C'est un examen simple et qui est réalisable à tout moment du cycle menstruel. C'est un examen de première intention qui va nous permettre d'orienter le diagnostic pertinemment. On va voir s'il n'y a pas de fibrome, s'il n'y a pas une tumeur annexielle, s'il n'y a pas des polypes, ça peut nous aider. Et aussi, on peut réaliser des examens anatomopathologiques. En dehors des saignements, on peut toujours réaliser un frottis cervical, mais s'il y a saignement, on ne pourra pas. En cas de lésion visible qui doit être vue au niveau de l'examen au spéculum, on peut toujours réaliser une biopsie en vue d'un diagnostic anatomopathologique. L'hystéroscopie diagnostique peut être réalisée soit en ambulatoire et ceci sans anesthésie. Ça va nous renseigner de l'état de l'endomètre, s'il y a une atrophie, s'il y a une hypertrophie de l'endomètre, s'il y a des polypes, des fibromes intracavitaires. Et ça va nous aider aussi à déterminer le nombre de fibromes, le nombre de polypes, la localisation des fibromes et des polypes et aussi le volume des fibromes. C'est un examen qui est vraiment intéressant. Je vous remercie, j'espère que vous avez regardé toute la vidéo et que ça vous a plu. Dans ce cas, je vous demande de liker la vidéo et surtout de partager avec vos amis. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à l'adresse suivante, miltonwell@gmail.com.